Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Alors, on va reprendre notre rythme hebdomadaire normal à partir de ce numéro. Et je tiens, en fin d'émission, oui, je tiens à préciser que certains fragments que vous allez entendre dans ce numéro peuvent heurter la sensibilité. Et pour les 3 fragments, oui, il y en a 3, les 3 fragments que vous allez entendre d'ouverture, je vous donne les références en fin de numéro et si vous nous suivez régulièrement ou assez régulièrement, vous êtes au courant pour tous les bouquins dont il sera question. Les références, c'est en partie, description. Alors vous avez 3 fragments, vous allez entendre 3 fragments qui sont tirés d'un livre consacré, entre autres, vous le verrez avant la fin, entre autres, à la poétesse italienne au cœur de ce numéro, Amelia Rosselli. Alors voici, oui, il y en a trois. Tout d'abord, l'interprétation scientifique. Lieu, la salle de bain de la victime à Rome. Date le dimanche 11 février 1996 à 11 heures. Nom de la victime Amelia Rosselli. Nationalité italienne. Âge 66 ans. Le rapport du médecin légiste. Elle brancha le sèche-cheveux dans la prise à gauche du lave-linge. Elle remplit la baignoire et s'allongea dans l'eau sans ôter ses vêtements. Elle tendit la main vers le sèche-cheveux et l'attrapa du bout des doigts. Elle le mit en marche, puis le jeta dans la baignoire. Immédiatement, le courant électrique la foudroya. Les muscles de son cœur palpitèrent et son corps se raidit, brûlé gravement de l'intérieur. Elle s'évanouit et son visage noirci, son système nerveux cessa de contrôler ses membres, les cellules du cœur commencèrent à se détériorer, puis ses muscles se paralysèrent et elle mourut. Enfin, l'interprétation poétique. Électron. Toi, Toi, dont le sang est électrocuté par les plaies du temps, tu aveugles les fils électriques et ouvres l'appétit du courant. Toi, l'habité par le dernier tremblement dont l'âme se frotte à la lumière originelle, tu confisques le mirage de l'étincelle pour te voir du côté de l'envoûtement. Ta moitié est feu dans une pupille, l'autre moitié est cercle fermé. Et sur les météorites veille ta troisième moitié. Les références pour ce bouquin, en fin de numéro, quelques instants de nouveautés. Oui, je vais vous montrer deux nouveautés, deux bouquins qui viennent tout juste de paraître. Histoire et littérature. Alors, histoire, c'est en traduction française le dernier bouquin traduit dans notre langue d'un historien américain à la base médiéviste, mais oui, spécialiste du Moyen Âge à la base, mais à partir d'une époque, il a éprouvé de plus en plus le besoin de se pencher sur l'histoire contemporaine, en particulier l'histoire de l'Union soviétique, Grover Feur, le dernier livre traduit en français de Grover Feur. Et, vous savez, j'aime bien, même si c'est toujours en partie description aussi dans les références, dans mes numéros, j'aime bien rendre hommage tout de même. Mm. C'est la moindre des choses. Au labeur, voilà, mon bouquin, il est là, au labeur des traductrices, des traducteurs. Et ici, nous devons la traduction de ce dernier fur à Daniel Silou, si je ne l'ai pas encore dit, c'est chez nos amis de chez Delga, et ce bouquin a pour titre L'imposture du testament de Lénine, histoire de clôturer notre année Lénine, notre centenaire, notre cycle, oui, pour le centenaire de la disparition de Lénine, l'imposture du testament. L'imposture, oui, alors pourquoi? Je tiens à dire, si vous l'avez lu, oui, c'est mieux, hein, c'est mieux que Khrouchtchev a menti, disponible chez le même éditeur. Je n'ai pas spécialement quant au fond, je dis bien quant au fond, je n'avais pas spécialement d'objection à formuler, rien à redire quant au fond, mais bon, c'est vrai qu'il était pas super. Mettons que
Il était assez indigeste, le Khrouchtchev a menti, assez indigeste et assez mal foutu, mais il a progressé depuis et rudement bien, notre historien, notre Américain. Oui, croyez-moi, il a progressé et je m'étais déjà fait la réflexion, aussi bien au moment de son livre sur Yezhov, qu'au moment de celui sur les amalgames de Trotsky. Oui, si vous l'avez lu, hein, donc le Khrouchtchev a menti, c'est mieux. Sincèrement, dans l'hypothèse où ça aurait créé, on va dire, un moment de recul, d'hésitation chez vous, vous pouvez y aller, croyez-moi. Alors pourquoi? Pourquoi? J'essaie de résumer à ma manière. De cette façon, pourquoi pas? Oui, ben, pourquoi alors que ça avait durant des années tout de même, oui, ça avait duré des années, alors que pendant des années, des personnalités, qui avaient toujours déclaré que Lénine n'avait pas laissé ce qu'on pouvait désigner à proprement parler comme un testament politique, mettant en garde ou non contre son successeur, mais des personnalités qui avaient toujours nié l'existence de ce testament. Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé... Ben oui, vous l'avez saisi, oui, on va retrouver les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on a, à partir d'une époque, les mêmes, on les retrouve parmi les artisans, pour ne pas dire les artisans en chef, de ce qui s'est imposé un peu partout, un peu dans toutes les sphères, à partir d'une époque, comme un mythe, et ce que notre auteur, et il n'est pas le premier, hein, oui, il faut rendre à César, et en effet, au début de l'ouvrage, il vous dira que car il est peu probable, qu'un jour il y ait une traduction de ce livre, du russe dans une autre langue, c'est peu probable. D'un nommé Sakharov, à ne pas confondre avec l'inventeur de la bombe H, un historien russe nommé Sakharov, dans les années 2010, a sorti un livre sur le même sujet qui, doit faire plus de 800 pages, pas loin d'un bon millier de pages, très, très touffu, sur lequel Grover Furth s'est basé après avoir fait sa lecture, mais pas seulement. Il passe au peigne fin certains textes de Trotsky, hein, quand je vous parlais des principaux artisans, eh bien voilà, il va passer au peigne fin certains textes après son dû dit Sakharov, certains textes de Trotsky, comme certains de l'historien bien connu Moshe Levin, et il va aussi se pencher sur le rôle là-dedans, figurez-vous, il va se pencher sur le rôle là-dedans qu'aurait eu, à partir d'une époque, aussi bien Nadezhda Krupskaya, l'épouse de Lénine, mais aussi sa sœur, Marie. Oui, oui, c'est bien agencé. Cette fois-ci, c'est rudement bien agencé. Il a progressé, je vous le dis. Grover Furth, l'imposture du testament de Lénine. Je n'en dis pas davantage aujourd'hui. J'ai pas vraiment le temps de me pencher sur ce bouquin. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, on reste encore quelques instants encore à l'Est. Littérature, là, j'étais rudement content. Oui, ça arrive des fois comme ça, ce genre de bêtises. Je l'avais glissé, sans réaliser dans une pile de bouquins à revendre, je l'avais revendu par erreur, et je pense que celui que j'avais possédé dans un premier temps, ça devait être vraisemblablement une édition originale de la première traduction de ce roman russe dans notre langue, et ce roman russe, il s'appelle les Sœurs en croix. Les Sœurs en croix de Rémisov. C'est au moment d'aller me procurer celui sur le testament présumé, et je n'avais pas prévu, pour tout vous dire, de faire enfler mon budget, mais quand j'ai vu, heu, je me suis rendu compte que c'était ressorti qu'on l'avait réédité chez Ginko, un éditeur que je ne connaissais pas spécialement, mais qui a l'air d'avoir entrepris une collection de traductions de littérature russe, qui a l'air rudement intéressante. Je vais me pencher, sur cette collection dans les temps à venir. Oui, j'étais rudement content quand j'ai vu que Ginko avait réédité Ses Sœurs en croix. Le voici, un Rémisov.
Oui, avec beaucoup de blanc, comme toujours, ça ne passe pas super, mais bon, c'est pas vraiment l'objectif, hein. Dans notre magazine, l'aspect visuel, vous avez la possibilité, grâce aux technologies présentes, de convoquer quand bon vous semble par moteur de recherche de bonnes reproductions des couvertures des livres dont nous causons. Vous avez peut-être encore connu chez nous, dans des patelins, des coins, des endroits comme ça, où vous avez l'arrière des maisons des ouvriers qui donnent sur la cour de l'habitation du patron. Et c'est tout le périmètre, c'est la vie de tout ce périmètre, quelque part en Russie, en 1910, qui nous est relaté, ces sorts en croix des femmes, entre guillemets, des femmes, oui, entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, des femmes ordinaires, des femmes du quotidien qui vivent et qui assument. Mm. Vie et destinée, vie et destin de femmes russes méritantes, les sœurs en croix, appelées comme ça, par Alexis, ou Alexei, si vous préférez, Alexei Remizov, qui a terminé, oui, qui fait partie des écrivains traduits du russe en français qui ont également achevé leur vie sur le sol français. Très très bon auteur. Oui, je suis franchement aux anges. Je suis ravi qu'on l'ait ressorti. Éditeur Ginkgo, oui, mais je le mets bien entendu dans la partie description. Alors, Amelia Rosselli, au sujet de Lénine, à plusieurs reprises, je vous ai lu des fragments de ce bouquin de Jean Fréville, Lénine à Paris, sur ses séjours dans la capitale française. Et c'est à Paris, en 1930, qu'a vu le jour Amelia Rosselli. Depuis quelques années, sur le plan des traductions dans notre langue, eh bien, on peut enfin, heureusement, la lire traduite dans notre langue. Ceci dit, rien, si vous préférez, rien ne vous empêche d'aller la lire dans le texte original. Pour sa production en langue italienne, car j'y reviens dans quelques instants, elle n'a pas écrit qu'en italien, y compris pour sa poésie, oui, mais rien ne vous empêche d'aller lire dans le texte original. Elle a vu le jour à Paris en 1930, et depuis quelques années, c'est Ypsilon, éditeur fameux. Pour ce qui est des traductions de poésie étrangère, c'est principalement grâce à Ypsilon qu'on peut enfin disposer d'Amélia en français, de ses textes en français, avec, bon, il y a aussi, vous n'allez pas tous les voir, j'en ai retiré deux, mais il y a aussi ces variations de guerre, il y a la libellule, et je vais vous montrer le plus fin, édité chez Ypsilon. Il s'agit du chinois à Rome. Oui, sur fond rouge, pas terrible non plus. Je m'empresse oui, ce poème, Le Chinois à Rome, dont j'aimerais bien vous lire quelques, pour vous donner une première idée. Alors, permettez, mon post-it a encore foutu le camp, mais c'est pas grave. Voici, premier extrait. Que chercherais-je? Que chercherais-je? Le songe ou le rêve qui me tuera à temps? C'est-à-dire, en quelle chair chaude participer? Les trois pointes du globe sont à ma portée. Le choix, la chute ou bien la pénétration. Un autre. La cour des rois est en séance assise sur des tables de perles rondes. Le choix difficile, le taxi inexorable. Allez, méfiez-vous des faux dieux métapontex. Ils s'égarent à la gare des cieux. La soupe éventail. Nous voilà au petit programme. Menu. Et troisième extrait du chinois à Rome. Ta poésie, faut-il la conserver comme le piment dans sa bouteille hermétique, ou est-elle une avide illusion, une trop fine couche de peau, trop haut placée, poteau, piqué, pieux échelon?
Le chinois à Rome, les années 1950. Pour le situer, ça fait partie plutôt des débuts d'une poétesse et cette décade des 50s, pour parler comme mais j'y reviens, tout de suite aussi dans l'une des langues, dans lesquelles elle a écrit, Amélia. Oui, les 50s marqués par nombre de deuils de proches, nombre de disparitions au passage, un internement, des électrochocs à la clé et elle avait déjà connu dans son enfance, elle n'avait pas 9 ans, je crois, en 1938, oui, une enfance marquée déjà, sur le sol français par l'assassinat de son père Carlo Rosselli, homme politique italien, social-démocrate de tendance assez libérale. Carlo Rosselli et son oncle aussi assassiné par des membres de la cagoule et vraisemblablement des auxiliaires de la police fasciste de Mussolini. Oui, l'assassinat de Carlo Rosselli par la cagoule en France. En 1933, c'était sa fille, à Carlo Rosselli. Vous avez entendu quelques fragments de ce chinois à Rome, et si vous allez dans la partie de présentation et dans la partie critique, on vous expliquera, bon, que oui, ce sera l'occasion d'apprendre au besoin qu'elle n'a pas écrit qu'en italien. Elle a, de par l'exil qu'elle aura connu très tôt, dès sa naissance, hein, puisque son père s'était déjà réfugié dans l'Hexagone au moment de sa naissance, vous l'avez compris. Une vie marquée par le déracinement, par l'exil, et suite à ça aussi, une façon bien à elle de se familiariser avec les langues de ces pays d'accueil, aussi bien le français que l'anglais. Amélia, elle écrira dans 3 langues. Mmh. Elle sera toujours amenée à écrire dans ces 3 langues, en priorité l'italien, mais aussi en français et en anglais. On dit que le français, surtout pour ses influences, surréalistes et pour les aspects peut-être un peu plus légers, frivoles, baroques, stylistique baroque, oui, pour sûr, le français, tandis que l'anglais et l'italien, hein, c'est une vision assez schématique, mais dans un premier temps, pourquoi pas, tandis que le français et l'italien renverraient assurément, oui, doivent renvoyer à pour l'expression de choses intérieurement, de choses dans l'absolu beaucoup plus profondes. L'italien et le français. Voici 2 poèmes. J'ai fait allusion déjà à son séjour dans les années 50. Ici, nous sommes en 1954 pour les 2 poèmes qui vont suivre. J'ai déjà fait allusion à son séjour, à son internement en sanatorium, et l'une des parties de ce bouquin, de ce chinois, est intitulée Sanatorium. Alors, en voici les 2 derniers poèmes. Pourquoi ai-je dû éveiller l'enfant? Pourquoi ai-je dû éveiller l'enfant avec des rires aussi sonores? L'eau coule rapide, long les gouttières, et il n'y a plus un son dans la maison. La lumière se répand sur les murs fatigués, et on brûle des amères syllabes dans les coins. 1957, pardonnez-moi, voilà, plus précisément. Et celui qui va suivre, 1961. Oui, il y a des textes les textes de ce sanatorium vont de 54 à 61. Voilà, pour être on ne peut plus précis cette fois. Alors, le second, quand on est prêt à recevoir l'importance de la nuit, éclate le sang. Toutes les soirées était une série d'oublis. Tous les hommes jouaient par terre et la forêt était une série d'ennuis. Par terre, la pierre se défendait. Elle défendait l'entrée aux miroirs éclatants. Si je joue parmi les hommes par terre, il faut qu'une soirée d'une série d'ennuis et d'oublis me reconduise à la pierre qui oublie. Toutes les pierres par terre étaient une série d'ennuis, et la violence masquée d'un homme masqué était elle-même aussi la même série d'ennuis.
Oh, violence ne joue qu'avec mes outils, la pierre et la branche, la violence charnelle et le chat qu'on oublie. Le parc, beau, cru et violent, rouge et noir, se levait à l'aube, qui ne portait pourtant point de dessein aux hommes gâtés, la bière coule. La nuit, et le général dort, ma tête entre mes mains, ma poche vide, l'avion se jette. Cette poésie, vous l'avez saisie, je fais de mon mieux, mais elle n'est pas facile à restituer à l'oral. Et dans la partie critique, dans la présentation, on vous dira notamment à un moment en quoi Amélia a créé de nouveaux styles de vers, hein. Elle estimait, oui, elle était extrêmement exigeante envers elle-même, elle ne souhaitait rien publier tant qu'elle n'avait pas le sentiment à proprement parler d'avoir découvert de nouvelles formes d'expression poétique, d'avoir quelque chose, en tout cas de nouveau à nous soumettre, hein. Et il y a eu vraisemblablement, elle ne fut pas la première, une part d'abord que rétrospectivement elle-même, elle verra dans sa vie et dans sa production comme assez, je cite, idéaliste. Et voilà ce qu'elle disait. C'est toujours, oui, c'est toujours dans le texte de présentation par la traductrice Marie Fabre, qu'on salue au passage, à qui nous devons toutes ces traductions d'Amelia Rosselli en français. Il y a ceci à un moment qui est très intéressant, permettez, voilà. Elle disait à son sujet, par rapport à ça, cette jeunesse, cet idéalisme, je ne pensais pas, elle ne pensait pas vivre longtemps. Je croyais romantiquement me brûler avant 40 ans au feu d'un risque trop grand, comme l'a été le choix de ma vie. Le choix de la poésie telle que je l'ai vécue, voulu, moi. Parfois, je cassais presque la machine à cause de l'intensité avec laquelle j'écrivais. Maintenant, je me retrouve à affronter une seconde moitié de l'existence à laquelle je ne suis absolument pas préparé et qui ne m'intéresse que jusqu'à un certain point. La poésie n'est pas adaptée à la vie normale, celle de tous les jours. Maintenant, je me débat dans la réalité, je l'observe avec d'autres yeux. Écrire, c'est se demander comment le monde est fait. Quand on sait comment il est fait, peut-être qu'on n'a plus besoin d'écrire. C'est pourquoi tant de poètes meurent jeunes ou suicidés. C'est comme si l'écriture devait être liée à une vision adolescente du monde. Et quand on atteint la maturité, elle l'a mis entre guillemets, la maturité, le désir d'écrire disparaît. C'est une thèse possible. Oui, je ne l'avais pas dit à propos de son style. À l'oral, vous aurez remarqué, il y a beaucoup de sens qui se juxtaposent dans ses vers. Oui, bon, beaucoup de sens juxtaposés dans cette poésie pour ce qui est de la rendre difficile à restituer à l'oral. Alors, pour revenir à ce qui vient d'être dit, oh, je ne dirais pas que je me suis parfaitement reconnu là-dedans, hein, non, mais ça manquerait de prétention, certainement pas, mais par rapport à certains aspects, hein, n'étant plus, de première fraîcheur, quand on vient me réclamer comme ça: «Fredo, quand est-ce que tu vas nous faire un livre?» Bon, j'ai un certain seuil d'exigence bien à moi aussi et je ne suis pas certain, à partir du moment où je n'ai pas d'obligation, il est vrai, je n'ai pas d'obligation matérielle d'écrire pour vivre, mais ou pour des raisons que je pense avoir déjà essayé d'expliquer un petit peu, je suis obligé de je ne peux faire que de la littérature, ne m'estimant pas apte à rédiger des ouvrages disciplinaires, voilà, dans certaines disciplines scientifiques, philosophiques, historiques, philologiques, ce que vous voulez, hein, où je suis astreint, il est vrai, si je veux écrire à faire de la littérature, à jouer à l'écrivain, à jouer à l'artiste, bon déjà ça, et je ne parle pas même du fait de procéder sans avoir a priori aucune assurance d'aucun débouché, hein. Je n'insiste pas même là-dessus. Je ne suis pas certain de vouloir, comme je ne fais jamais les choses à moitié, de vouloir m'atteler
pour 2 ou 3 années au mieux à quelque chose qui pourrait me mettre à la fois psychiquement et physiquement en danger, oui, sur le plan de ma santé physique et morale à la fois, pour aboutir à un résultat qui, vous me direz, c'est une évaluation ou oui, c'est un ressenti tout personnel, mais pour un résultat qui risquerait de s'avérer dans l'ensemble assez approximatif, hein. Je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que Amelia Rosselli, elle faisait pas les choses à moitié, non plus, mais elle n'hésitait pas à se quand elle y allait, elle se mettre en danger. Elle se mettait en danger à chaque fois, c'est sûr qu'elle s'y mettait, qu'elle écrivait, elle se mettait fatalement en danger et avec les conséquences que nous avons, je crois, déjà soulignées. Et voilà, quand vous avez consacré pas mal de temps à vous intéresser à des vies d'écrivains, de poétesses, ça peut susciter ce que je viens de dire il y a quelques instants par rapport à mes propres hésitations. Vous voyez, et là-dessus, vous allez me dire, je vais vous montrer un autre livre. Celui-là, il est sorti il y a quelques jours. Chez le même éditeur, il est plus petit, chez Ypsilon toujours. Même traductrice encore. Vous allez me dire que je ne devrais peut-être pas du tout faire allusion à moi si je vous agace par cet aspect des choses. Eh bien, justement, dans l'autre, oui, dans l'autre bouquin, j'ai encore relevé cette déclaration d'Amélia. Elle disait à ce sujet, ben voilà, si ça peut vous contenter, elle estimait que j'ai toujours détesté c'est pas évident à dire, pardon. J'ai toujours, pardonnez-moi, je prends comme j'ai encore quelques lectures à vous faire, je prends une gorgée de café et je reviens, je vous montre, je vais vous montrer 2 secondes pour vous dire à quel point c'est du beau taf, je trouve, chez Ypsilon. Vous avez de très belles. Vous avez Oui, ça apparaît mal, mais ce sont de c'est très bien fait, de très jolies cartes de présentation qui se trouvent à l'intérieur du bouquin. Oui, non, en fait, c'est tout simplement Amelia Rosselli, feuillet superbe, l'inscription sur ce carton. Amelia Rosselli, feuillet superbe de désobéissance. Et le titre du bouquin, c'est Journal obtus. Pardonnez-moi une seconde. On va aller dans ce journal obtus et je voulais, oui, dans un premier temps, la remarque, la remarque d'Amélia au sujet de l'autoréférentialité. J'ai toujours détesté l'autoréférentialité. Parler de soi en faisant semblant de parler d'autre chose et d'autres personnes. Mais suis obligé de me raconter en racontant Amélia Rosselli. Voilà. Oui, alors, la couverture. Journal obtus, 1968. Oui, rédigé à la fin des années 60, c'est plus récent et là aussi on pourra apprécier à quel point la progression dans sa poésie, dans son écriture en général. Je reviendrai sur quelques. J'ai pas le temps de vous lire des extraits de tous les bouquins aujourd'hui, mais j'espère pouvoir, si ça vous plaît, dites-le. Au passage, j'espère pouvoir vous lire aussi des fragments de ce journal obtus de 1968. Je vais vous montrer le livre de l'autrice ou l'auteur avec E ou l'auteur comme on l'écrivait avant, comme vous préférez. C'est une dame aussi, à qui on doit les textes que vous aurez entendus aussi bien en ouverture qu'en clôture de ce numéro. Vous allez le voir dans quelques instants, mais oui, j'aimerais passer encore en revue. J'ai failli oublier, j'avais prévu de passer un petit peu. Et la partie critique aussi, on va l'appeler comme ça, la partie, oui, on appellera comme ça la partie qui suit, qui vient après.
Vous avez des évocations, notamment d'une amie d'Amelia Rosselli. Il s'agit de Madame Attanasio, Maria Attanasio, et elle nous propose, en fin de volume, vous avez ce Amelia en fragments de Madame Attanasio, et qui a bien connu Amelia Rosselli en 1995, c'est-à-dire l'année précédant celle de son décès. Elle nous décrit ses rencontres avec la poétesse et on se rendra compte à quel point, à l'époque, elle s'occupait, à ce que j'ai compris, de la gestion à Rome, de la maison, comment s'appelait? De Moravia, pardonnez-moi, de la maison, oui, la forme va revenir, j'espère, ça ira mieux. Au fil des numéros suivants, ça revient, tout doucement, la maison Moravia, oui, elle avait été chargée de s'occuper de la direction de la maison Moravia qu'on pouvait visiter à Rome. C'était son job les derniers temps. Amelia et son amie, Madame Attanasio, nous décrit à quel point déjà elle allait mal, elle éprouvait de grandes difficultés aussi bien pour se déplacer que pour écrire, et quand on lui conseillait pour ménager ses forces de cesser d'écrire, pensez bien. Très belle évocation en fin de volume, et puis un autre texte de la traductrice de Marie Fabre, plus sur les aspects plus techniques, en quoi on peut la voir ou non comme ayant été ce qu'on appelle une poétesse pour ces aspects-là, si vous êtes assez axé, branché pour ces aspects-là, les aspects expérimentaux, en quoi on peut la voir ou non comme ayant été une poétesse expérimentale. Découvrez ou ne découvrez pas, j'espère vous avoir donné envie, et encore peut-être vous donner envie avec ce qui va suivre. Alors oui, notre bouquin d'ouverture et de clôture, il est de Joumana, c'est l'une des meilleures poétesses du monde arabe, même si elle non plus n'écrit pas que dans cette langue, la plupart du temps en français, en anglais, en italien aussi. Elle se traduit elle-même, Joumana Haddad. C'est dans un livre qui a dû sortir vers 2009. Et je le dis d'entrée, à ne pas mettre entre toutes les mains. Un livre réclamant une certaine maturité. On va y croiser Amelia Rosselli, et on va y croiser Amelia comme on y croise Karin Boy, Ingeborg Bachmann, Sylvia Plath, des poétesses ayant tout en commun de s'être abrégé les jours. Et le livre, c'est le miroir des passantes dans le songe. À ne pas mettre entre toutes les mains, pour lectrices, lecteurs avertis, j'insiste avec cette phrase d'ailleurs qui est dite au début: «N'entre pas ici si tu ne t'estimes pas en mesure de maîtriser ta mort», l'avertissement, en début de volume de l'autrice est sévère, un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dans le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ça, c'est le fragment d'ouverture de Charles Baudelaire, des Fleurs du Mal, bien sûr. Miroir des passantes dans le songe, et je me souviens, il est dédicacé, oui, mon volume. Elle me l'avait dédicacé. Ça passera en essai. Je ne suis absolument pas en mesure, si vous le pouvez, si elle a écrit autre chose que son prénom et son patronyme en langue arabe, dites-le moi, hein, pour Frédéric, ça oui, c'est dans l'alphabet latin, ça allait, mais après j'ai bah, si, oui, je pose la question comme ça, et je me souviens en plus, je pense qu'elle doit avoir une expérience de vie nettement plus rude que celle de votre serviteur, de par, son enfance, sa jeunesse, dans son pays en guerre, Yumana. Mais
C'est une dure, je pense. Je l'ai toujours vue comme ça perso, mais il se trouve que, ce soir-là, quand je me suis présenté avec mon bouquin devant elle, déjà qu'elle était venue faire la présentation d'un livre qui était davantage lié, nous allons dire, à des généralités, à l'actualité du monde présent, qu'on qualifierait de dans l'ensemble, un livre dans l'ensemble plus positif. Et moi je m'amène, je lui sors celui-ci sans le faire exprès, ouvert à la page de la citation de Baudelaire que vous venez d'entendre. Je l'avais pas du tout fait exprès avec mes bagues à tête de mort et tutti quanti. Ça l'a fait un instant. Oui, c'était comme si j'étais venu pour la tuer. Cette femme ayant, reçu à plusieurs reprises des menaces de mort et c'est bien connu, franchement, j'étais navré, encore navré avec le recul, si j'ai pu causer quelques frayeurs à madame Joumana Haddad, d'autant qu'après je lui ai dit, tout de suite que c'était l'une des poétesses contemporaines, si pas la poétesse contemporaine, pour qui j'avais et j'ai toujours le plus d'admiration. Et là, du coup, c'était plus serein. Mais ce sont des choses qui arrivent, voyez-vous. Je peux comprendre que je n'ai pas toujours le profil des plus rassurants. Et je dois dire aussi, sans lien, sans rapport, et elle non plus n'y était pour rien. Elle s'était trouvée là, oui, elle s'est trouvée là ce soir-là où elle était. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre au sein de sa profession, mais c'est ce soir-là, en rentrant à la maison, que je me suis fait à l'évidence, au besoin, hein, si je devais vraiment, je me suis fait à l'évidence que je n'avais perso absolument rien à foutre dans ce monde-là, intellectuel, littéraire. Oui, comprenez, absolument rien. Mais encore une fois, Madame Haddad n'y était pour rien. Miroir des passantes dans le songe. Et vous irez lire. C'est très difficile. Je pense l'avoir présenté, oui, je pense assez bien comme ça. C'est agencé d'une façon, vous aurez l'occasion d'en juger. Allez découvrir par vous-même. Je préfère vous laisser aller découvrir par vous-même ce livre. Et je retourne dans la partie consacrée à Amélia, miroir des passantes, et ici le miroir d'Amélia. Alors, permettez, petite parenthèse à l'adresse de l'éditeur, si jamais ça leur parvient. Là aussi, ce sont des choses qui arrivent, hein. Je n'accable pas, mais il y a une erreur dans la présentation. Oui, ici, comment dit-on, en troisième de couverture. Oui, dans le texte de troisième de couverture de présentation d'Amélia, il y a manifestement eu confusion avec une poétesse dont les œuvres ont également été, que j'aime beaucoup aussi, dont les œuvres ont également été traduites chez Ypsilon. Il y a manifestement eu confusion, je crois, avec Unica Zorn. Et Amélia ne s'est pas défenestrée. Elle a choisi, nous dirons, la vasque blanche d'un bain à l'antique avec, pour le procédé, en conviant une fée, d'inspiration plus techno-moderne. Mmh, et je ne sais pas pourquoi cette erreur en troisième de, oui, je dis ça comme ça, en troisième de couverture. Et pour ce qui est pour terminer, oui, nous allons terminer là-dessus, du miroir d'Amélia. Elle disait, écrit Joumana Haddad, notre poétesse libanaise, elle disait que l'éclair était son amant. Elle a fini par l'étreindre. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro, pas simple, hein, pas simple à mener. J'espère que, ceci dit malgré tout, que dans l'ensemble, ça vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à notre impossible et improbable magazine des livres, comme je dis toujours, hein. Il n'est pas interdit non plus de nous encourager par un petit like, mais on ne court pas après. Voilà. Alors, nous terminerons avec le texte
La chasse du désespoir. Texte de Humana. Personne ne t'a convoqué, Amélia, personne. Aucun vent n'a appelé le tien. Alors, que fais-tu là? J'ai été invité. Quelqu'un d'un espace étrange m'a invité. Un vent a appelé la cendre du vent pour qu'elle m'informe de la nécessité de venir. Alors, j'ai répondu à l'appel. Qui est ce quelqu'un? Est-ce un amant qui t'a invité à venir? C'est elle qui a appelé, c'est elle. Alors j'ai répondu à l'appel. Qui est-ce, elle? Qui est-ce? Est-ce une amante dont la main a fauché la tienne? Non. Elle, c'est une chute, la chute d'un péché dans un cerveau dépravé, la chute d'une plaie dans une sombre hallucination, la chute d'une féminité dans le jappement d'un chacal. Pourquoi as-tu brûlé la nuit suivante? Pourquoi, Amélia, as-tu mouillé la paille du jour précédent? Parce que je suis comme une résine qui grattée attire l'absurde et ce qui lui ressemble. J'ai été gratté et attiré. Vers où? Vers où, Amélia? Avais-tu un prétexte pour te jeter ainsi vers l'insouciance qui plane au-dessus de toute idée? La fin de la mort m'a dérangé parce qu'elle reçoit ses proies avec un visage renfrogné et sérieux. Je m'étais dit qu'il fallait la gronder et je l'ai fait. Tu évoques la faim et la mort, Amélia, quoi d'autre? Je m'étais dit, avec ma sale colère, je démolis les fondements de la continuité, de la tranquillité, j'organise à l'excès la débauche de la vie, comme si je me réfugiais dans une nuit possédée par ses propres vices. Alors, j'ai possédé et irrité. Quel nerf as-tu touché? Quels effets? Quelles particules? Je ne m'avilis pas par le nerf d'une main mise dans une autre main, par les effets d'une faute juste dans son obscénité, par les particules d'un corps troublé par son contenu. En elle, j'ai été baptisé et comme elle, j'ai ressurgi. Je me suis agité et je suis apparu. Et me voici, comme vous me voyez, entraîné par les flots. Elle a appelé, j'ai répondu, et sans retour. Qui est-ce, elle, Amélia? Celle qui a ensorcelé mon cerveau par sa pureté parfaite. Est-ce une femme? Plus. Est-ce une maison? Plus que cela. Quel est son nom? Il luit en moi. Il luit en moi et c'est peut-être lui mon nom. Où la retrouvez-vous? Dans l'absence du lieu. Elle envoie ses éclairs dans le charbon de mon corps. Est-ce celle que tu as connue, main de ta vérité salvatrice? Tu ne la connais pas, tu ne la connais pas. Le secret nous dépasse tous. Je l'ai reconnue. Je l'ai reconnue dans sa poitrine, tout est faite. Plutôt les flammes, toutes les flammes dans la poitrine. Donc un saut dans un délire captivant, une poésie qui frémit. Une poésie qui frémit et chaque fois qu'elle frémit, elle grandit et se répand. Elle, dont le feu est ici et là, comme son air, son eau et le sable. Elle, comme une mère nageant avec ses enfants dans son utérus. Comme une fiancée qui approche à chaque instant de ses noces. Flux qui s'intensifie lorsqu'il luit. Choc qui s'épure lorsqu'il frappe. Ces visages sont teints. Le visage de la noble électrocution, le visage de l'énergie qui bondit et de l'explosion de l'imaginaire. Personne ne t'a personne ne t'a appelé, Amélia. Personne. Aucun vent n'a appelé le tien. Alors pourquoi accours-tu? C'est elle qui l'a fait. C'est elle qui l'a fait. Qui est-ce, elle, Amélia?
C'est l'électricité, l'amplitude du contact et le miracle des fils. L'électricité qui rayonnait tant que mon corps a joui. Merci à vous.